Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Ça fait déjà 4 ans que vous nous supportez, merci de nous écouter. On va parler du régime crétois cette fois-ci. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour, c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. C'est l'été, il fait chaud, vous avez survécu à la canicule, vous êtes à la recherche de bonnes idées, vous aimez cuisiner. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parler Cuisine. Alors, ça fait un petit temps qu'on s'était plus réunis pour enregistrer parce que bon, il se passe des choses dans notre vie. Alors, ceux qui ont suivi notre page Facebook ont vu que, eh bien, malheureusement, j'ai perdu mon emploi. Alors, vous écoutez ces lignes, je me suis fait licencier. Malheureusement, ça faisait 6 ans que je travaillais pour cette entreprise. J'ai filmé une petite vidéo que j'ai diffusée en direct sur Facebook et il y a quelques personnes qui ont été voir ça. Donc, allez voir sur la page Facebook, je vous en dis un peu plus. Bon, qu'est-ce que ça change pour le podcast? Ça change que déjà, ça fait un peu l'effet d'un seau d'eau glacée sur ma tête. Donc, ça m'a un peu calmé sur plein de choses. Et puis, bon, après, il faut réfléchir comment on va ranger ça, parce que finalement, cet emploi me permettait justement de m'organiser pour le podcast et puis de financer tout ce qui venait derrière, parce qu'on a des frais pour pouvoir vous apporter ça. Moi, ça me faisait plaisir parce que finalement, c'est un hobby. Alors, quitte à dépenser cet argent, à aller boire au café, moi, je préfère encore le dépenser Surtout aller boire tout seul au pub, en fait. Voilà, oui, non, c'est vrai. Et donc, si c'était avec moi, ce serait un plaisir, mais bon, tout seul au pub, ça ne va pas. Voilà. Oui, bon. Mais donc, maintenant, ça va être fini de déguster des bouteilles de Château Yquem ensemble. Voilà. Oui, si, ça peut continuer, vu que c'est moi qui avais payé, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais le prochain tour, c'est moi, donc ça va être un petit peu... Ah oui, vu comme ça, évidemment, ça. Mais il y a une solution, et je voulais commencer par ça. Je voulais remercier les personnes qui nous ont rejoints sur Tipeee, qui se sont abonnés à notre podcast en récurrent. Donc, il y a Raphaël. Et en plus, j'aime bien parce que je veux partager avec vous les messages qu'ils nous mettent. Par exemple, Raphaël qui dit « J'ai découvert tardivement une passion pour la cuisine. Votre podcast m'aide à nourrir cette passion. Et parfois, quand on me demande pourquoi je prépare un aliment comme ça, je réponds que c'est parce que Guy de Parler Cuisine le dit. » Eh bien, merci Raphaël, parce que ça veut dire que c'est pas vain, on n'est pas là à parler dans le vide et que je vois qu'il y a des gens qui suivent les conseils de Guy. Ça vaut la peine d'être écouté. Eh bien, rien que pour cette raison-là, on va continuer. Il y a aussi Florian qui dit grâce à vous, j'ai réussi mes petits pois à la perfection. Encore merci pour tous vos précieux conseils que je note dans un coin de ma tête en vous écoutant au volant de ma voiture de fonction et que j'applique dès que je peux. Depuis que je vous écoute, je prépare mes plats de plus en plus au fil des mois. Bonne continuation. Et donc, Florent, ça fait plaisir de savoir qu'on te donne envie de cuisiner et j'espère que tu cuisines mieux. Et donc, faites attention quand vous êtes au volant, hein, roulez pas trop vite. Un commentaire, Guy? Moi, je suis très content de voir que nous avons comme ça des auditeurs qui nous suivent et qui sont heureux d'interagir avec nous et qui le font de manière positive. Donc, on continue. Et puis enfin, il y a Rupert qui nous dit « Hello, merci pour merveilleux podcast. Je viens de découvrir et j'adore vous écouter. Vous êtes un super duo. J'ai beaucoup les recettes et toutes vos informations techniques. » Bon, apparemment, Rupert n'a pas l'air d'être un francophone. Et ça me rappelle qu'effectivement, on a plus de la moitié de notre audience qui est en dehors de France. Donc, si vous n'êtes pas en France actuellement, je vous dis quand même bonjour. Et merci de nous écouter. Et merci de nous être fidèles, parce que ça fait maintenant 4 ans, 4 ans révolus que notre podcast est toujours là. On a vu des gens qui sont arrivés sur le créneau de la cuisine ou de l'alimentaire ou de la gastronomie entre-temps et qui sont repartis, qui ne publient plus, qui sont encore disponibles et qui n'ont plus rien publié. Donc, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire et encore plein de choses à faire. Nous, ce qu'on fait, ce sont des conseils de cuisine qui vous permettent de mieux cuisiner. C'est des idées de recettes. Et justement, Guy, aujourd'hui, c'était quoi le sujet? D'abord, nous allons répondre à quelques questions de nos auditeurs, puisque... Oui, mais avant... Pour leur mettre l'eau à la bouche. De quoi Pour leur mettre l'eau à la bouche, eh bien, on va parler des régimes et surtout des régimes qui sont, je dirais, qui sont méditerranéens. Alors, il y en a plusieurs.
On va essayer d'expliquer un petit peu. Bon, il y a ce qu'on appelle le paradoxe français. Alors, le paradoxe français, qu'est-ce que c'est? Oui, C'est le fait qu'on a remarqué que les Français, globalement, surtout ceux du Sud et du Sud-Ouest, étaient en meilleure santé que leurs homologues américains pour, je dirais, un même nombre de calories ingérées, voire malgré tout parfois pour plus de calories ingérées, pour des calories relativement grasses, hein, bon, parce que ce sont quand même souvent des produits qui sont réputés riches en graisse comme le foie gras, hein, pour ne citer que le plus emblématique, le foie gras, les terrines, les rillettes, les saucissons, hein, des choses qui nous sont, disons, généralement déconseillées. Et on se rend compte que les Français qui mangent plein de ces histoires-là, ben, finalement, ils ne sont pas en si mauvaise santé que ça. Alors, il y a le régime méditerranéen qui lui est un tout petit peu différent, hein, et qui est un régime essentiellement à base de légumes, de produits frais, de fromage et d'huile d'olive avec assez peu de viande finalement, assez peu de viande, en tout cas de viande rouge de type viande de bœuf. Et puis après, vous avez un sous-régime là-dedans qui a fait un petit peu florès il y a 5-6 ans, si mes souvenirs sont bons, c'est le fameux régime crétois, où on s'est aperçu que les personnes qui vivaient en Crète et qui avaient un certain âge vivaient en tout cas plus longtemps que la moyenne des gens, ça c'est une première chose, mais surtout en meilleure santé. Donc, c'est comme le vivre plus régime longtemps, d'Okinawa. oui, c'est ça exactement. Vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'est un peu la recherche de tout le monde, hein. C'est de dire, ben, on va retarder la mort le plus longtemps possible et surtout on va profiter de la vie le plus longtemps possible également. Il y a ça également en Sardaigne, hein. Il y a la Crète, il y a la Sardaigne, il y a Okinawa. Je crois qu'il y a aussi une peuplade du côté des Andes qui est un petit peu dans le même style. Et puis on se rend compte que finalement, on fait peut-être erreur en ne cherchant qu'auprès de l'alimentation des raisons à cette longévité en bonne santé. Il y a certainement d'autres facteurs. Enfin, il est prouvé qu'il y a d'autres facteurs. Il y a entre autres l'aspect social. Il y a aussi le fait que dans ces La endroits, les gens pollution, n'ont le pas le même. stress, c'est Oui, ça. c'est ça, n'ont pas le même Voilà. rapport, n'ont pas le même rapport à la vie moderne. Hein. On ne se stresse pas, on voit les choses arriver à son aise et on les vit à son aise. On n'est pas constamment rivé Oui, les yeux mais, sur son GSM pour voir des mais avant informations, ça, Guy, hein, et on peut déconnecter. Voilà. mais avant ça, on voulait un peu traiter de l'actualité. Depuis la dernière fois qu'on a enregistré, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Et ben, il y a eu quelques affaires avec les étoiles du Michelin qui ont encore fait parler d'eux et qui ont Oui. Il y a plusieurs causé la chefs qui ont rendu leur controverse. tablier, en fait, hein. Voilà, je vois que Du moins leur tablier au Michelin, en tout cas. Cyril Lignac a fermé son restaurant. Voilà, je veux plus mes étoiles. Et puis il y a un autre, le dernier à faire un caca nerveux, c'était Marc Vera, Oui. qui a Et qui a perdu une étoile. j'ai entendu Marc Vera s'exprimer sur une chaîne de télévision française à ce sujet-là. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire concernant Marc Vera. C'est un cuisinier qui ne laisse pas de marbre, hein. Généralement, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il n'y a pas trop comment dirais-je, il n'y a pas trop de juste milieu. Bon, pourtant, le juste milieu est toujours comme ce qui est le mieux, hein. Non, Alors, on n'aime pas toujours Marc non, je Vera suis parce pas qu'il porte d'accord, un mais bon. chapeau et pas. Il paraît qu'il Ben était oui, ben voilà. imbuvable. Chacun son point de vue. Il est imbuvable pour certains et il est très agréable pour d'autres. Bon, moi, je connais 2-3 personnes qui sont allées à son établissement. Alors, on aime Marc Vera pour son chapeau, mais on le déteste aussi pour son chapeau, en se disant, bon, hein, il se prétend cuisinier, mais se balade avec un chapeau de berger dans sa cuisine, ça fait un petit peu bizarre, mais enfin, c'est ce qui caractérise. Marc Vera prétend, bon, il s'est relevé quand même à plusieurs reprises, hein. Il a eu déjà des étoiles avant, il avait un restaurant du côté d'Annecy, puis après il est allé en construire un autre dans la montagne, puis après cet établissement-là, si mes souvenirs sont bons, a brûlé entièrement, et puis après il l'a reconstruit, et puis bon. Ce qui caractérise la cuisine de Marc Vera, c'est l'utilisation massive des plantes sauvages et des plantes, disons, en principe de montagne. Alors, ne nous y trompons pas, parce que bon, on imagine Marc Vera aller tous les jours cueillir dans la montagne avec son chapeau, son petit couteau et son panier en osier des plantes. Bon, je crois que ça c'est un petit peu l'image, je dirais l'image idéalisée du chef, hein, un petit peu comme Bocuse. Bon, on le voyait quand on le filmait au Hall de C'est des Lyon. cœurs qui viennent lui ramener ça. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas Bocuse qui allait tous les jours à Lyon choisir son foie gras et son pied de céleri ou sa botte de carottes. Mais ça, bon, c'est de bon ton. Les chefs aiment se montrer et ils aiment, disons, ils aiment leur typicité. Alors bon, j'ai quelqu'un dans mes connaissances qui est un grand adepte de Marc Vera. Il faut savoir aussi que quand on va chez Marc Vera, ce ne sont pas des menus à 50 euros non plus, hein. Bah, c'est un Donc, 3 étoiles, ils aiment bien facturer c'est très un cher. 3 Hein. étoiles, c'est très C'est cher. beaucoup de chipotage dans Euh, l'assiette.
Bon, moi, j'ai vu les photos des fameux repas en question, de 2 ou 3 de ces repas. C'est vrai que c'est assez extraordinaire, les photos qu'on voit, la manière dont les plats sont présentés, c'est extraordinaire, les choses qui sont à manger sont aussi extraordinaires. Et puis, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit, bon, moi j'y suis allé une fois, j'étais content d'y aller, mais je n'y retournerai plus. Et je dis pourquoi? Ben, je dis qu'il m'a répondu tout simplement, bon, payer ce prix-là pour manger de l'herbe, bon, ben, c'est bon une fois, quoi. Hein. Oui, Alors, c'est pas n'importe quelle herbe, hein. bon, voilà, maintenant, quelle herbe? Maintenant, il faut dire aussi que on ne va pas non plus pour manger, enfin, il ne faut pas, quand on paye un prix dans un restaurant et plus la qualité ou la notoriété du restaurant augmente, on ne va pas pour manger et payer le prix de ce que ça coûte. On va pour manger, mais aussi pour payer le prix de l'art et de la personne qui a conçu les plats. Quand vous achetez un tableau de maître et que vous le payez, enfin, pour ceux qui pourraient le faire, plusieurs millions d'euros, ben, vous ne payez pas le prix du tube de peinture ni le prix de la toile qui soutient le tableau. Vous payez l'artiste. Alors en cuisine, on a toujours un petit peu plus de mal, c'est de dire, oui, mais enfin, je n'en ai pas eu pour mon argent ou je vais trop payer. Ouais, parce que Parce tu vas qu'on pas dans un 3 étoiles comment dire, pour manger à ta faim ou pour juste te non, non, nourrir. tu Tu vas pour ça sort encore de. l'expérience, tu vas pour c'est une expérience Oui, c'est ça, voilà, gustative. exactement. Mais ça sort du cadre, en principe, quand on sort d'un 3 étoiles, on doit avoir mangé suffisamment. Mais je veux dire on ne va pas pour payer le prix intrinsèque des choses qui sont servies. On va pour payer une transformation, pour payer un décorum, pour payer un service. Oui, mais ça, Euh, il n'y a rien de nouveau, là, Guy. voilà, c'est comme ça. Et alors? Bon, ben, Et yes, non, il n'y a rien de nouveau, mais seulement si tu vas dans une friterie et que tu as une demoiselle qui te sert en slash, tu payes pas vraiment le service, quoi. Hein. Bon, là, les tu Belges as du personnel comprendront. tu as du personnel qui est compétent, qui est qualifié, qui normalement sait comment correspondre avec le client et ainsi de suite. Bon, ça c'est le problème, disons, des restaurants étoilés. Alors ici, ce qu'on a reproché à Marc Vera, bon, il a servi un plat avec du fromage, un plat avec du fromage local, hein, je ne sais plus lequel c'était. Et alors, il est allé trouver les gens de chez Michelin en disant, enfin bon, vous m'enlevez une étoile, pourquoi? Ben oui, en fait, vous avez mis du cheddar dans tel plat. Ben, il dit, moi, je n'ai jamais mis de cheddar dans tel plat. Hein, donc, il annonçait sans doute que c'était un plat avec du Beaufort ou de la tome ou un fromage local, hein, et on lui reproche d'avoir mis du cheddar. Bon, lui prétend qu'il n'en a jamais mis, qu'il n'utilise pas ce fromage-là. Donc, pour lui, les gens de chez Michelin sont des gens tout à fait incompétents, et il a décidé qu'il ne voulait plus avoir affaire à eux. Bon, euh, j'ai connu, ça m'a été raconté dans ma longue carrière, j'ai connu quelqu'un du guide Michelin qui un jour a été attrapé par le fond du pantalon et a fini sa journée, ou en tout cas son enquête du restaurant du jour, dans la mare qui se trouvait au milieu des parterres, hein, dans un restaurant Ah qui était oui. aussi étoilé, parce que il est arrivé, hein, et alors il avait prétendu au chef que le foie gras était un foie gras en conserve. Alors le chef n'a rien trouvé de mieux que de l'attraper et de le faire voler, disons, manu militari au milieu des grenouilles dans la mare et des petits Oui. canards. Les chefs de Bon, cuisine sont souvent des gens très, très, très susceptibles, hein? mais c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles dès le moment où on les titille sur des choses où ils ont raison. Hein. Alors, on peut très Ou ils bien estiment avoir avoir. raison. Oui, mais parfois ils ont réellement raison. Alors, deux anecdotes. Bon, j'ai mangé dans un restaurant qui avait, si mes souvenirs sont bons, 2 étoiles dans la vallée de la Loire, je ne dirai pas son nom, une maison extrêmement cossue, extrêmement riche, avec un beau parc, avec une madame qui est extrêmement exubérante, qui était, je dirais, qui avait décoré les restaurants de manière tout à fait chargée, etc. Bon, restaurateur tout à fait compétent, hein, je n'en disconviens pas. Et le fameux restaurateur en question s'est fait condamner, non pas par le guide Michelin, mais par le service de répression des fraudes en France, parce qu'il avait prétendu servir un plateau de fromage de chèvre, donc telle région des fromages de chèvre, hein, la Loire. Il avait prétendu servir un plateau de fromage de chèvre tout à fait locaux, tout à fait fermiers, tout à fait, comment dirais-je, moi, tout à fait Oui, artisanaux. local, oui. Et voilà. Et en réalité, c'était des fromages qu'il achetait dans une grande surface à côté, donc des fromages tout à fait industriels. Bon, quand on a 2 étoiles, évidemment, on fait quand même attention à ce genre de choses. Donc, quelquefois, les chefs de cuisine ont raison parce que, ben, ils ont raison et c'est comme ça. Mais quelquefois, ils ne sont pas à la près non plus, certains en tout cas, de tricher sur les produits ou sur les additions. Hein. Bon, donc ça, il faut aussi le savoir. Et c'est pas parce qu'on a des étoiles qu'on est toujours plus honnête que si on n'en avait pas. Alors une autre anecdote, elle remonte, et ça je l'ai vécu à l'époque, ça fait quand même pas mal de temps, je travaillais
dans une ville d'eau en Belgique, on va dire ça comme ça. Je travaillais en salle et nous avions, c'était pas un restaurant gastronomique à haute prétention, hein, c'était un bel établissement, mais ce n'était pas un restaurant étoilé. Et je travaillais en salle et un des plats qu'on servait le plus souvent le dimanche, c'était du filet pur, donc c'était du tourne-dos. Donc c'était une pièce donc du filet de bœuf. Et alors on avait une clientèle qui venait de la capitale et il faut savoir que ce soit les Parisiens ou que ce soit les Bruxellois, ils connaissent tout, ils savent tout mieux que tout le monde et tout ce qu'ils pensent savoir, c'est évangile. Et je sers donc à une dame qui était française en l'occurrence. Son mari était belge, mais elle était française. Et je sers au couple en question un tourne-dos avec une sauce. Je me rappelle que c'était une sauce crème, ses souvenirs sont bons, ou un tourne-dos marchand de vin, je ne sais plus. Ben, soit. Je sers le tourne-dos et puis bon, ben il le mange, il était très bon. Et puis la dame me dit à la fin du plat, oh mais qu'elle dit, ce que vous avez servi là, monsieur, ce n'est pas du tourne-dos. Ah bon, je dis, mais si, madame, je peux vous assurer, c'est du tourne-dos. Oui, non, 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 je le sais bien, nous achetons du tourne-dos à notre boucher, et ça, c'est pas du tourne-dos. Bon, et puis j'essaie de la convaincre sans y arriver, bon, on en reste là. Et puis quelques minutes plus tard, je dis au patron par le passe-passe, je dis, vous savez, la dame à telle table, elle prétend que ce n'est pas du tourne-dos, je dis. Et c'est maintenant que tu me dis ça. Ben, je dis, écoutez, c'était il y a 5 minutes, quoi. Hein. Alors, aussitôt fait, le voilà qui décroche sa pièce de viande qui pendait dans le frigo, donc il lui restait un morceau de tourne-dos d'à peu près 20 centimètres de longueur, le mettre sur une assiette, débarquer à la table de la cliente avec son assiette, le tourne-dos dessus, et le crochet qui était accroché au bout du tourne-dos. Hein. Alors, madame, et ça, c'est pas du tourne-dos? Alors bon, la dame a commencé. Oui, mais enfin, qu'elle dit, chez nous, on est tellement habitué à Bruxelles, on a des tourne-dos de telle dimension, et bon, et il se fait que les tourne-dos qu'on servait, c'était la réputation du restaurant, mais c'était des pièces de bœuf qui venaient du boucher à 30 mètres de l'établissement, qui étaient choisis et qui étaient des morceaux, disons, de très très belles dimensions, et les portions servies étaient très grosses. Donc cette dame-là, parce qu'habituellement, on lui servait des tourne-dos de toute petite dimension en ville, ne pensait pas que celui qu'on lui avait servi là était bien un morceau de tourne-dos. Et puis, bon, moi, je peux vous assurer que la pièce, c'était bien du tourne-dos. Donc, les clients, quelquefois, ils pensent quelque chose, ils sont trompés parce qu'ils ont mangé ailleurs, et parfois, ben, ils pensent que ce qu'ils ont dans un autre établissement n'est pas le même produit, alors que c'était le même produit, Mais, qu'il n'y avait rien à redire à ce sujet-là. mais bon, moi, si je peux donner un commentaire, je vois la réaction de Marc Vera dans les quelques médias que j'ai suivis, et aussi Cyril Lignac et tous les autres là. Ça reste quand même des divas, quoi, des gens à Ah qui, oui, 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 prennent oui, très, oui, très, oui, bien très, sûr, très, très mal la critique et bien sûr. leur réaction, je la trouve pas beaucoup différente de mon gamin de 6 ans quand il est contrarié, hein. Et justement, je ne sais pas si on avait déjà parlé de Jamie Oliver qui a dû fermer tous ses restaurants et qui est aussi dans cette démarche que je reproche à beaucoup de chefs de cuisine. Et j'en ai côtoyé aussi quand même pas mal dans ma vie. Et tu en as, c'est pas donné à tous les chefs de cuisine d'avoir une attitude pro-client. Et au lieu de réagir comme ça dans le déni et dans la réaction agressive et de prendre ça personnellement, parce que la réaction qu'ils ont là ne vont les mener nulle part, si ce n'est qu'à se faire du mal à eux-mêmes. Et c'est toi-même qui décides de comment tu prends les choses, toujours. Hein. Oui, Quoi maintenant, qu'on encore une t'envoie dans fois, la figure. Et ouais, j'ai vu des chefs qui s'en sortaient beaucoup, beaucoup mieux parce que quand ils voyaient ce genre de choses qui leur arrivaient, parce que c'est pas rose tous les jours, hein, tu as de la diversité, t'as des clients chiants, on te retire une étoile. Bon. Et plutôt que de réagir dans l'agressivité et dans l'escalation, enfin dans la surenchère de, de méchanceté, ils s'arrêtent, ils se disent: ah tiens, comment ça se fait que ça arrive? Pourquoi j'en suis arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Et ils essaient de comprendre. Et oui, mais moi, je crois que c'est pas le cas dans le cas de Marc non, Vera, c'est non, autre non, et chose. c'est un gars qui n'a pas eu ce qu'il voulait à Noël, et puis c'est un gamin qui n'a pas eu ce qu'il voulait à Noël, et puis qui pète un câble, alors que plutôt que s'arrêter de dire, bon, ok, comment est-ce que je pourrais faire pour la regagner? Et de se donner ça comme défi. Parce que ça, ce serait peut-être, j'aurais beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui arrive à 3 étoiles, qui a perdu, et puis qui a réussi à la regagner. Mais non, lui, il est là, non, non, Mais moi, j'en veux plus. Voilà, voilà, j'en ai il a marre. déjà eu le cas, je pense, d'avoir eu 3 étoiles puis de l'avoir regagné. Je pense que ce qu'il a surtout là, c'est qu'il ressent un sentiment d'injustice
parce que le reproche qu'on lui a donné pour la raison pour laquelle il perdait son étoile n'est pas, à mon avis, justifié. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Et le Il monde prête... n'est pas supposé être exempt de trou du cul partout, et le monde n'est pas Non, non. supposé être juste pour tout le monde. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et c'est ce que j'essaie Mais d'éduquer à il faut d'apprendre à dire mes aussi enfants. que, Le monde ne va le jamais te Michelin... donner tout ce que tu Oui. mérites. Hein. Non, mais c'est pas ça. Le Michelin Le a monde quand est même pas mal de injuste. casseroles à son derrière. Hein. Quand le Michelin fait paraître un guide sur la Belgique et qui met une étoile à un restaurant qui est encore en travaux, qui n'est pas encore ouvert, on peut quand même se poser des questions sur sa probité. Hein. Faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Mais Le Michelin, certainement, le Michelin est un faiseur de restaurants, hein, est un faiseur d'étoiles. Je dirais que dans 9 cas sur 10, il est objectif, mais dans au moins un cas sur 10, on se demande quand même où il va chercher ses infos. Hein. pour combien de temps encore? Parce que maintenant, tu as des sites comme Oui, TripAdvisor. voilà. Mais on a la même réaction de la part des chefs. Hein. Tu as des gens qui ont une mauvaise remarque sur TripAdvisor, ils te pètent un câble, ils vont prendre les réseaux Oui, sociaux, oui, oui, ils en bien font toute sûr, une bien affaire. sûr. Alors qu'il y en a d'autres qui vont réagir et, et qui vont essayer de comprendre. Parce que justement, le meilleur moyen de progresser, c'est d'avoir des avis négatifs et d'avoir des échecs. Si tu Mais apprends de ça, ouais, tu vas progresser beaucoup plus loin. ce, Jamie Oliver ce a qui est fermé ses boutiques parce particulièrement, qu'il ouais, n'écoutait pas ses clients qui avaient des avis négatifs. Il trouvait que c'était tous des oui, oui, emmerdeurs. d'accord. Eh bien, à la Ce fin, les qui est gens viennent plus. particulièrement, ce qui est particulièrement positif dans ces nouveaux moyens de comparer les restaurants comme TripAdvisor, c'est que lorsque un client, par exemple, expose sa doléance, hein, vous avez le directeur de l'établissement ou le chef de cuisine qui prend sa plume à son tour et Et qui qui peut répond au répondre, client en oui. disant, voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. La manière dont vous le racontez n'est pas exactement ce qui s'est passé. Vous avez commandé telle chose, vous Oui. avez dit telle chose, et puis après, vous n'avez pas été contente parce que ceci, parce que cela. Et puis Et les là, autres quand clients le peuvent chef aussi prend, répondre. D'autres personnes peuvent voilà. répondre aussi. Et puis, quand le chef peut dire, voilà, écoutez, vous racontez ça de manière biaisée, et ça ne s'est pas passé comme vous le dites, hein, voilà, pour telle raison, là, je trouve que c'est appréciable, hein, parce qu'au moins, on a quelqu'un qui a, bon, on a laissé au client le droit, bien sûr, de s'exprimer, mais on a aussi laissé au patron ou au chef le soin de pouvoir se justifier et expliquer les choses pour que tout le monde ne prenne pas non plus pour argent comptant la remarque désagréable d'un client. Hein. C'est vrai que le modèle du guide Michelin est un modèle qui, à mon avis, va être désuet très vite Qui est parce dépassé, moi que je pense va être aussi, oui, dépassé oui. parce que c'est le modèle du critique gastronomique qui arrive et qui juge et qui est souverain. Et voilà, il a remis sa décision qui est sans appel. Et t'as pas Et il y de... a des chefs, oui, il y a des chefs qui ont dit au guide Michelin, parce qu'on leur annonce toujours qu'ils vont perdre leur étoile à l'avance. Hein. En principe, ils ne découvrent pas ça le matin en achetant le journal. Mais ils peuvent même être reçus dans ce cas-là, c'est à Paris pour les Français et Ils à ont pas moyen Bruxelles. d'appel. Ils ont pas de rattrapage. C'est-à-dire, de rattrapage, non, mais en tout cas, ils peuvent demander à rencontrer le guide Michelin pour voir quelle est la raison. Hein, donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ils peuvent avoir une conversation. Alors bon, soit qu'ils acceptent la remarque en disant voilà pourquoi ils étaient rétrogradés et ils la trouvent, allez, éventuellement objective. Soit ils ne l'acceptent pas, ils estiment que c'est injuste. Et il faut reconnaître que bon, dans la mesure où le guide Michelin ne leur dit pas toujours quand est-ce qu'on gagne une étoile, pourquoi on la gagne, et qu'on dit après, voilà, vous l'avez perdu parce que je ne sais pas moi, Ils on sont a pas trouvé, transparents sur les critères, quoi. ils sont pas transparents. Hein, Donc on sait c'est à la qu'on l'a. tête des gens, quoi. Mais écoutez, il y a quand même suffisamment d'exemples. Dans de nombreux cas, un établissement perd l'étoile, ou l'étoile, disons, allez, il passe de 3 à 2, lorsque le chef change, d'accord? Mais ça n'a pas toujours été le cas partout. Parfois, le chef a changé et les 3 étoiles sont restées. Pourquoi? Hein, voilà. Donc, on a l'impression qu'on n'applique pas à tous les restaurants la même règle, en fait. Oui, mais comme tu dis, hein, le pauvre Marc Vera, il plaît ou il ne plaît pas. Il suffit que le contrôleur qui est venu cette année, eh ben, il n'aime pas son chapeau, et Exactement. voilà. Toi, j'aime pas ton chapeau. Et puis moi, Exactement. il y a quand même beaucoup de... Oui. De toute Bref, façon, tout est perfectible et on peut trouver à critiquer sur tout. Je vais donner un exemple d'un établissement. Bon, un établissement 3 étoiles. C'est une collègue qui s'y est rendue avec son mari, c'est en France. Bon, ils arrivent dans l'établissement, hein, et au moment de leur entrée, on les accueille, donc il y a un membre du personnel qui s'avance, avec un plateau avec 2 coupes de champagne. Bon, hein, et forcément, ben, les clients en guise d'accueil se disent, c'est formidable,
Hein, on arrive, on nous offre une coupe de champagne pour nous remercier d'arriver. C'était à midi. Hein. Bon. Et puis, bon, ben voilà, on commence son repas, le repas se déroule, et puis, bon, ben, à un moment donné, il y a l'addition. Hein, et à l'addition, les 2 coupes de champagne apparaissent, mais à un prix exorbitant. Au prix Bon, de la bouteille, quoi. il faut, au prix très cher, en tout cas. Il faut quand même avouer que dans ce genre de démarche-là, Ça, il y c'est de la a vente forcée. peu, Oui. c'est de la vente forcée. C'est de la vente Tu n'as pas forcée. commandé, Hein. normalement. Tu n'as pas commandé. Techniquement, enfin légalement, en tout Bon. cas en Belgique, je me souviens d'avoir étudié ça. Si tu l'as pas commandé, normalement, tu ne dois pas le payer. Non, et là, je trouve que c'est quand même scabreux. J'ai Voilà. vu ça en Grèce maintenant, parce qu'il fait ça souvent quand j'étais en Grèce. Chaque fois que tu commandes un truc, il te donne le ticket au moment où il te le donne. C'est-à-dire pour bien valider que tu l'as commandé. Et s'il te donne pas le ticket, tu le payes pas. Mais il y a des cultures différentes auxquelles nous ne sommes pas toujours habitués. Bon, je suis allé en Espagne et au Portugal à plusieurs reprises. Bon, et on savait qu'au Portugal, on vous amène, dès que vous êtes à table au restaurant, on vous amène du pain, on vous amène des olives, des machins grignotés, etc. Bon. Et puis après, lors de l'addition, hein, que vous allez commander ensuite une entrée, un plat, un dessert, ben vous retrouvez pain autant, olive autant, On te met chips plein de trucs, autant, et puis si etc. tu touches pas, on te facture pas. Voilà, Ouais. si tu touches pas, on ne te le facture pas. Maintenant, dans un restaurant en Belgique, vous allez dans un restaurant italien, on va vous mettre un petit pot avec des légumes marinés, un autre avec des olives. Ben, c'est compris dans le prix. Vous les mangez, vous ne les mangez Comme pas, le mais pain en France, parfois. ou comme le Ouais. pain en La France carafe ou en d'eau. Belgique. On ne va pas vous dire, vous avez consommé X morceaux de pain, voilà, c'est autant en plus. Donc, selon les pays, selon les cultures, il faut se méfier. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu tiré par les cheveux de facturer quelque chose que le client n'a pas demandé. Voilà. Alors, les autres nouvelles, qu'est-ce que Ah, c'est? il y a une autre Les nouvelle. autres nouvelles. Moi, Oui. j'en ai une autre. Il faut aller écouter le podcast L'apéro du capitaine, l'épisode 295 ou 295. Parce que quand je suis parti à Paris là, pour le contrôle fiscal de mon employeur, à l'époque il avait encore besoin de moi, je me suis passé à Gare de Lyon, là où ils ont leur studio, au cybercafé rue Michel Chal, et j'ai déposé des cadeaux, dont des cuillères en bois. Et ils ont déballé ces cadeaux dans l'épisode qu'ils ont enregistré juste après. Et donc, ils ont chacun eu une cuillère en bois. Et voilà, ils mentionnent juste notre podcast au début, donc merci beaucoup. Et puis, le podcast faisant, le problème, c'est pas si tu as déjà eu une cuillère en bois sur ton bureau, tu la poses là, et puis il y a toujours un moment où quand tu fais autre chose, ben, tu la prends en main et tu commences à jouer avec. Et vers la fin de l'épisode, comme ça, ils ont commencé à jouer avec, ils ont commencé à taper sur le micro, à lever la main. Et c'est à peine s'ils se tapaient pas dessus avec la pauvre cuillère en bois qu'ils avaient. Il y en a sorti jusqu'à un moment où ils étaient là, mais qui c'est qui nous a offert ces 2 cuillères en bois? Bref, c'est assez intéressant. Bon, c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter quand je suis dans le train parce que c'est divertissant. C'est une bande de potes qui racontent beaucoup de conneries, mais pas des conneries débiles, quoi. Bon, c'est un podcast qui est là depuis quand même 10 ans et je les admire pour ça parce ils se prennent pas la tête. Voilà, ils font ça pour s'amuser, ils s'éclatent et c'est un peu comme nous, on s'amuse, quoi. J'allais dire, c'est comme nous. On ne prend pas trop la tête. Voilà. Donc, ben merci à eux en tout cas d'avoir joué avec leur cuillère. J'espère que on aura l'occasion de peut-être de venir les voir pour leur faire un apéro pour de vrai. Et puis bon, si vous aussi voulez votre cuillère, bon, vous avez expliqué l'an dernier comment en faire une. Vous allez nous mettre un avis sur iTunes. Donc vous abonnez au podcast, vous mettez un avis sur iTunes et puis vous prenez capture d'écran, vous envoyez ça avec une adresse et je vous envoie une cuillère par les cuisines chez vous. Voilà. Tu avais une autre actualité, Guy? Oui. Il faut quand même qu'on parle, pour répondre à une question d'une de nos auditrices, d'un message qui s'est perdu, hein, parce que j'ai été averti hier par quelqu'un qui écoute notre podcast et qui regarde les sites qui s'y rapportent et qui m'a dit, tiens, c'est bizarre, vous n'avez pas encore répondu à cette question-là. Alors, il paraît qu'elle a vu une question passer, mais moi je l'ai vue ni sur ni sur la page Facebook, tu ne trouves pas. Ni sur le Tipeee, ni sur le blog. J'ai vu que d'ailleurs les pêches au thon étaient très très populaires. Je vois que Jeanne Yvette a laissé un commentaire sur le site qui elle dit que c'est une tuerie. Tout le monde en reste médusé. Nous avons aucune envie. J'avais dit que soit que ça plaisait, soit qu'on détestait. Hein. Oui. Bon, elle a l'air d'avoir beaucoup aimé. Sa famille a l'air beaucoup d'aimer. Donc, ils sont tous partis avec la recette. Il y a eu une personne qui a été mettre une photo de sa réalisation de pêche au thon sur la page Facebook. Réalisée en entrée, d'après ce que j'ai vu. Oui, c'était très joli. Voilà. Et puis après, apparemment, il y a une question qui est passée, mais je ne l'ai pas vue du tout.
Alors, la question, c'est la suivante. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme boisson avec des pêches au thon? Alors, je rappelle quand même que la pêche au thon, sauf en Belgique, où on en mange en toute saison, la pêche au thon est quand même un plat, disons, de belle saison, un plat d'été, hein. Donc, on va pouvoir avoir deux types de boissons, ben, vous avez compris, de la bière ou du vin. Alors, au niveau de la bière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eh bien, vous avez en Belgique, mais je pense qu'on les trouve à l'étranger, quand même sans trop de difficultés, vous avez des bières qui sont aromatisées. Alors au départ, dans les bières aromatisées, on a avec la bière aromatisée à la cerise qu'on appelle la crique. C'est au départ donc un lambic, Enfin, c'est-à-dire tu dis aromatisé, c'est un- pas qu'on a mis des arômes, c'est qu'on a mis des non, vrais non, non, fruits non, non, avec. non, 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 un brassin donc de plusieurs bières que l'on assemble un petit peu comme quand on fait une cuvée pour le champagne. Et lorsqu'on mettait donc ce brassin composé de plusieurs bières dans un fût en chêne, on y ajoutait des cerises, hein, de Voilà. véritables cerises qu'on appelait des cerises de Scarbeck. Scarbeck est une des communes de Bruxelles, et ce sont ce qu'on appelle des cerises du Nord, donc des cerises qui ne sont pas très sucrées. Alors on en mettait quand même pas mal parce que cette macération après, c'était uniquement de la macération, hein. Cette macération après était mise en bouteille, était refermentée et donne d'ailleurs toujours une bière qu'on appelle la crique. Un cric, ça veut dire cerise, En flamand. cerise amère, cerise aigre en flamand. Donc la crique, c'est donc le nom de la bière en question. Et puis après, il y a maintenant, je dirais une trentaine d'années, on a dit, ben oui, finalement, si ça marche bien avec les cerises et que c'est populaire, on ferait bien ça avec de la framboise. Je me rappelle d'une époque où les bières, donc la gueuse à la framboise, était quelque chose d'un petit peu rare, hein. Il y avait que quelques établissements à Bruxelles, dont le Pandoré, si mes souvenirs sont bons, qui Maintenant, la on trouve ça servait en, partout, hein. maintenant, on en trouve partout. J'aime beaucoup. Alors oui, mais je parle quand même d'un fait historique, hein, puisque j'ai connu cette époque-là quand tu étais vraiment très très petit. Et puis après, on a dit, ben, ça marche à la framboise, on ferait bien ça au cassis, on ferait bien ça à la pêche, etc. Donc, il y a une bière à la pêche qui n'est pas une crique, qui n'est donc pas une gueuse au départ, Qui porte un et nom qui s'appelle particulier. la pêcheresse, hein. La Elle pêcheresse, s'appelle la voilà. pêcheresse. Bière à la pêche. Et c'est une bière à la pêche. Donc, c'est une bière, quand on dit à la pêche, c'est-à-dire aromatisée à la pêche, hein. Bien sûr, elle est faite avec du malt et du houblon aussi, hein. C'est une bière aromatisée à la pêche qui se boit très fraîche, qui est très rafraîchissante, qui est très goulayante parce que c'est une bière qu'on va qualifier de bière féminine, hein, dans le sens où il y a des bières Il n'y a masculines pas qui sont beaucoup des bières un d'alcool peu plus dedans, hein. virililes. Elle est Elle très est, elle faible est en légère, alcool. hein, Ouais. c'est pas une bière qui est trop forte. Et alors, bon, ben, je ne pourrais vous conseiller que cette bière-là, de manière avoir un bon rapport entre le plat que vous servez et la bière que vous dégustez. Alors, je ne sais pas d'où vous nous avez posé cette question. Est-ce que c'est de Belgique? Est-ce que c'est de France, vraisemblablement? Donc, la pêcheresse, qui est une bière à la pêche. Et alors, au niveau des vins, maintenant, bon, je ne vais pas aller vers des vins avec un goût de pêche parce que ce ne serait pas forcément utile. Mais il y a quand même des vins qui sont très agréables en été, que j'aime beaucoup. Ce sont les vins portugais dits vins de type Vino Verde. Hein, ce sont des vins qui sont des vins blancs, qui sont légèrement acidulés, qui sont frisants comme ça, parce qu'il y a une petite bulle qui s'en échappe. Et moi, je conseillerais ce genre de vin, éventuellement dans les versions rosées de vins similaires. Alors, la grande marque connue, hein, c'est Mathéus, qui est la marque de vin qu'on sert dans quasiment tous les restaurants chinois du monde, parce que Il paraît que il y la a un reine très bon d'Angleterre acteur. l'aime beaucoup. Ah ben c'est bien possible. Alors Mathéus, bon, c'est le nom d'une marque, c'est le plus cher dans sa catégorie, enfin un des plus chers, mais il existe d'autres vins rosés portugais, frisants comme ça, qui sont eux-mêmes aussi très agréables. On en boirait des litres malheureusement parce qu'ils donnent soif et qui sont agréables l'été. Donc voilà les deux types de boissons que je conseillerais avec la pêche au thon. Ah oui, alors il y a une autre. Bon, si vous avez des questions, n'importe quelle question, vous pouvez nous la poser, soit sur la page Facebook, sur le compte Twitter, sur le compte Instagram, sur le blog, sur le site parlescuisines.com ou sur l'email question@parlescuisines.com. Alors, l'autre actualité dans le domaine des boissons, bon, et ça date d'il y a quelques jours, on nous fait tout un buzz avec le danger que représentent les sodas et même les jus de fruits actuellement. Hein, Ah puisqu'on oui, était dans le oui, domaine des oui, oui, boissons, ça fait un peu c'est le quand buzz, même, ça. Alors qu'est-ce qu'ils c'est quand même disent? une question d'actualité. Donc, ben, le fait, c'est de dire que nous consommons beaucoup trop de sucre et surtout des sucres rapides, hein, et que forcément, les sodas sont une mine inépuisable de sucre et surtout des sucres néfastes. Pourquoi? Parce que ce sont des sucres qui sont assimilés extrêmement rapidement. Ils sont déjà solubles du fait qu'ils sont dans un liquide. Les boissons, surtout les boissons froides, les boissons, je dirais, de type soda, sont très rapidement assimilées par le corps. La preuve, hein, c'est que lorsqu'un diabétique de type 2 hein, a une hypoglycémie,
eh bien, on lui conseille d'avoir une bouteille de véritable coca à côté d'elle et de boire rapidement 2-3 gorgées de coca. Ça vous fait remonter votre taux de sucre dans le sang de manière assez rapide. Donc, les sodas sont maintenant cloués au pilori. Alors, évidemment, on ne peut que penser, on dit aux Américains, mais il n'y a pas que. Hein, aux Tu veux dire personnes que qui la vous boisson boivent. préférée du Père Noël, elle serait très mauvaise pour la santé? Ben, C'est pas un c'est scoop, en tout cas ça. ce qu'on, Ça fait c'est quand en tout même cas ce qu'on nous dit. un petit temps C'est en bon, que tout cas, c'est je en m'en tout cas doutais ce un qu'on peu, nous quoi. dit. Et alors, forcément, comme on a accusé les sodas qui contiennent dans les parfois 200 grammes de sucre par litre d'être à ce point nocif, on a dit mais bon sang de bonsoir, les jus de fruits, est-ce que finalement eux qui contiennent autant de sucre, un jus d'orange contient, je dirais autant de sucre dissous, même s'il vient du fruit lui-même, qu'un soda. Et puis maintenant, ben, on nous dit évidemment que les jus de fruits sont eux-mêmes aussi dangereux que les sodas et qu'un enfant ne devrait boire qu'un verre par jour au maximum de jus de fruits et encore pas tous les jours. Donc on imagine ce que ça va faire au niveau de la vente dans les magasins. Si les parents sont un peu attentifs à ce genre de choses, ben, on ne va plus acheter de jus de fruits. Qu'est-ce qu'on va donner aux gosses? Bon, Donc c'est ça rien. peut plus compter Maintenant, pour un de nos 5 fruits et légumes par jour? ah non, ça n'a jamais compté de toute façon. Hein. Oh, Donc la bonne question, c'est comment peut-on faire encore pour consommer des fruits? Ben, il faut les consommer soit sous forme de smoothie, c'est-à-dire en avec purée? la pulpe qui est moulue. Hein, donc à ce moment-là, on profite de tout le fruit. Soit manger tout simplement son orange. Mais je rappelle également que pour des raisons de santé, il faut éviter de manger des fruits frais, donc des fruits qui soient non cuisinés et non cuits Pourquoi? après un repas, Après un repas, parce oui. que juste après un repas, parce qu'il y a une interaction entre les protéines et les sucres du fruit en général, qui fait qu'on a une fermentation dans le corps, que ça produit de l'alcool et que c'est comme si on buvait un verre d'alcool au niveau du foie Un également. verre de vin, oui. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger les fruits entre les repas, c'est-à-dire au moins 2 heures après avoir consommé le plat, donc le plat incriminé, le plat principal. Donc manger des fruits au goûter, manger un fruit à la récréation de 10 heures, si on a pris son petit déjeuner aux environs de 8 heures, ça peut marcher. Hein, ou manger un fruit très tard le soir, tout en sachant que les fruits empêchent généralement de dormir parce qu'ils sont acides et que l'acidité est un facteur qui empêche l'endormissement. Ça devient quand même très compliqué si on n'a pas quelques notions comme ça Ou je alors dirais, de diététique, on finit par s'y perdre. il faut devenir fructivore. Ce sont les extrémistes Euh, véganes, c'est-à-dire gens qui nourrissent frugivore, oui. frugivores, voilà, qui ne se nourrissent que de fruits crus. Oui, mais bon, on a aussi remarqué que les frugivores avaient de fameuses carences, hein, puisque bon, dans les fruits, il y Oui, a très mais peu de ils montent très protéines. bien aux arbres. Voilà, ils montent très bien aux arbres, mais enfin bon, à mon avis, ils ont des gènes Ouistiti qui leur ont été greffés dans le cortex, à mon avis. Oui. Oui, donc voilà, affaire à suivre. Parce que moi, ça me fait un peu penser que, comme ça, tu as toujours dans les médias des études qui disent que tel et tel aliment sont très déconseillés. Et puis on revient 6 ans plus, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Ah, mais non, en fait, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Par exemple, le beurre, c'était très C'était mauvais, le il cas, fallait j'y prendre pensais la exactement. margarine. Et J'y puis là, maintenant, pensais on avec dit, le oh, la beurre. Hein. margarine, il n'y a rien de pire que ça. En fait, finalement, le beurre, c'est pas si mal que ça. Euh, Mais je pense que pour tout, il faut de la mesure. En fait, on a fait il y a 2-3 ans de ça maintenant une étude concernant les viandes rouges. Alors les viandes rouges et les viandes préparées, hein, donc tout ce qui est salami, pâté, etc., serait cancérigène, donc hein, et aussi dangereux que. Alors bon, aussi dangereux que fumer, je ne sais pas combien de cigarettes par jour. C'est le même mais pour tout. En justement, fait, je pense que ce qu'il faut, c'est de la mesure. Il faut j'ai- manger de la viande, oui, mais pas tous les jours et pas toujours la même, en fait. tu m'as cassé ma transition. Je voulais en fait faire une transition Ah, allez. justement vers tous ces acides gras, ces graisses animales qui sont très mauvaises pour la santé qu'on nous a prétendu. Et pourtant, dans le Périgord, on en mange bien. On cuisine à la graisse de canard, on boit du vin et c'est super bon. Et c'était ce qui est à l'origine du paradoxe français. Oui, mais justement, en fait, à tous les aliments dits négatifs, on finit par trouver des choses positives. Prenons l'exemple du vin rouge, hein, puisque le vin rouge, dans ce cas-ci, est incriminé. Alors, apparemment, boire un verre de vin rouge par jour est, paraît-il, plus avantageux pour la santé que de ne pas en boire. Alors pourquoi? Ben parce que le vin contient, en tout cas le vin rouge, des anthocyanes, et qu'on a trouvé que les anthocyanes avaient des qualités, je dirais, bénéfiques pour la santé. Alors, on avait le même problème avec les graisses. Hein, vous aviez les graisses d'oie, vous aviez, etc. Alors, on s'est rendu compte également, et ça c'est un truc que je connais depuis pas mal de temps, la graisse d'oie ou la graisse de canard est une graisse qui, lorsqu'elle est utilisée en cuisine,
est la plus apte à surmonter les hautes températures. Elle va bien au-delà des 220 degrés de l'huile d'arachide, Wow. sans se décomposer, sans devenir mauvaise. Donc, les personnes qui cuisinent avec de la graisse de canard ou de la graisse d'oie, ne le savent pas parce qu'au départ, elles ne sont pas chimistes ni biochimistes, mais elles utilisent une des matières grasses les plus performantes au niveau de la cuisson. Or, Faire vous des avez frites d'autres là-dedans, ça doit matières. être génial alors. Ah, mais j'en ai déjà fait des frites à la graisse d'oie. Malheureusement, ça ne sent pas plus que ça la graisse d'oie. La Voilà. graisse de canard, ça Alors, sent plus. oui. Bon, le paradoxe, pardon, le paradoxe français, ben justement, il consiste à dire comment se fait-il qu'en mangeant de manière aussi, entre guillemets, déséquilibrée, les Français gardent une bonne santé. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé. Si on compare le régime américain où on consomme pas mal de matières grasses, Et de sucre. et du sucre, voilà, on pense aux mêmes choses au même moment, avec le régime de type régime français du Sud-Ouest, on se rend compte que ce qui avantage les Français, c'est de manger en même temps beaucoup de légumes. Donc, en même temps, ils vont manger beaucoup de légumes, ils vont manger des fibres, tandis qu'aux États-Unis, on va manger une nourriture qui est très grasse, qui est très sucrée, mais qui est surtout très raffinée et qui ne contient pas ou qui ne contient plus suffisamment des fibres en question. Hyper Or, processed, les comme ils disent. Très comment ils disent processed food, c'est hyper travaillé, c'est ça. hyper travaillés, Hyper transformé, or, c'est ça, pardon. hyper transformés, or, il se fait que c'est le fait, par exemple, d'avoir des fibres dans le bol alimentaire qui fait que le bol alimentaire ne reste pas à stagner dans l'intestin, qu'il se déplace rapidement. Donc, les substances qui sont jugées mauvaises, comme les nitrates, les nitrites, etc., qu'on trouve dans les pâtés, eh bien, elles ne stagnent pas dans l'intestin et le contenu de l'intestin est évacué plus vite. Donc, ça veut dire que à nourriture aussi riche en sucre, aussi riche en calories, aussi riche en sel, aussi riche en matières grasses, dans un cas, la nourriture est, disons, plus profitable et dans l'autre cas, elle est néfaste. Et on attrape comme ça des cancers de l'intestin et des choses pareilles, et du diabète. Pourquoi? Parce que le bol alimentaire restant plus longtemps dans le système digestif, il a l'occasion, entre guillemets, d'y faire davantage de dégâts. Donc, voilà un petit peu ce qui explique le paradoxe français. Et puis surtout qu'on mange varié. Hein. C'était Mara qu'on avait Ah ben reçu, oui, qui est il une y a surtout naturopathe ça qu'on aussi, avait il y reçu a il surtout y a ça 2 ans, aussi. qui Évidemment, disait voilà, évidemment. le meilleur moyen de lutter contre le cancer, c'est de manger plein de choses différentes, de plus varié possible. Oui. Parce que chaque En fait, il aliment faut en varier excès les est poisons. cancérigène. Tous les aliments sont des poisons si tu en manges à l'excès. Exactement. Mange tous les jours pendant 3 mois de la même chose, ça va être hyper nocif. Donc, je vais maintenant ici mimer le régime, je dirais, ultra-américain. Hein. On mange de la pizza tous les jours, on boit, je parle par personne, donc une pizza, on va considérer 1,5 litre de boisson de type Coca-Cola par jour, on va imaginer une boîte d'1 demi-litre de crème glacée à Häagen-Dazs, et on va imaginer avec tout ça un gros paquet de chips au paprika. Bon, en quantité, en calories, il n'y a pas de problème, il y a de quoi nourrir quelqu'un et même au-delà de ses besoins spécifiques. En termes de nutriments intéressants, il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien parce que dans les chips, il n'y a rien d'intéressant, je dirais, formellement, à part le côté agréable. Dans le soda, il n'y a rien d'intéressant que du contraire. Vous allez consommer une quantité impressionnante d'acide phosphorique qui a un effet négatif sur votre ossature. Vous allez, en plus qu'il y a de l'acidité, je vais dire qui vous empêche de dormir, etc. Vous avez le sucre qui constamment va parvenir dans votre corps et contre lequel votre insuline va devoir lutter. Et puis vous avez la pizza qui n'est pas au départ un aliment qui est mauvais. C'est du pain, c'est de la tomate, c'est un peu de Des viande, c'est un légumes. peu de fromage, c'est un peu de légumes si on met des champignons, etc. Mais si on ne mange que ça tous les jours et la même chose, il n'y a plus rien d'intéressant. Et comme tu dis, on répète constamment la même formule et finalement le corps réagit en se défendant et se défendre, c'est peut-être causer ou provoquer des maladies. Voilà. Oui, j'étais tombé sur un épisode, je pense que je l'ai déjà mentionné, de Adam Knows Everything, une émission américaine qui passe sur True TV, dans laquelle il explique, il démontre que finalement les aliments light sont les plus mauvais pour perdre du poids. En fait, justement, ils sont même programmés pour qu'on gagne du poids, parce qu'il y a eu comme ça tout un lobby en Amérique qui a travaillé sur comment dire, les différents médias pour faire croire aux gens que manger du gras rend gras. Et les gens trouvent ça logique. Donc, on va manger des aliments pauvres en graisse, et donc je vais être moins gras. Mais le problème, c'est que quand tu diminues, c'est la graisse qui donne le goût. Donc, quand tu diminues la graisse, il faut augmenter le goût. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le sucre.
Or, le On sucre, augmente le sucre et le sel, en fait. voilà, on augmente le sucre et le sel. C'est pas vraiment une bonne idée. Or, le sucre est quelque chose qui est aussi addictif que la cocaïne. Et apparemment, le scandale aurait été gentiment étouffé, que c'était le lobby du sucre qui était derrière, pour faire en sorte que les gens C'est mangent moins prouvé gras. maintenant que c'était le lobby du sucre Voilà. qui a fait toute une série de campagnes. Et une campagne dont je me rappelle particulièrement, c'était de dire que le sucre était le carburant du cerveau. Alors il y avait des publicités, des pages entières en couleur dans les hebdomadaires, dans les revues, hein, où on disait aux parents, n'oubliez pas de donner du sucre à vos enfants, parce que c'est le carburant dont leur cerveau a besoin pour leurs résultats scolaires, etc. Hein, et on voyait un petit gamin à table, hein, avec un sucrier en disant, bon, n'oubliez pas qu'il puisse manger du sucre à sa volonté, étant donné qu'il en a besoin. Et puis on se rend compte, évidemment, après 30 ans ou 40 ans, qu'en agissant comme ça, bon, on a fait des générations de gens qui vont devenir diabétiques. Alors finalement, maintenant, si on veut un petit peu, comme on est encore en été, parler du régime méditerranéen et du régime crétois, je vais un petit peu me pencher avec vous sur les caractéristiques de ce régime crétois, de ce régime méditerranéen. Ça n'a rien Alors, à quelle voir avec les gens qui différence? mangent des crêtes de poule Ah non, 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 non. ou qui portent une Alors, crête sur la tête. pas du tout. Ok. Alors, qu'y a-t-il, je dirais, de commun dans ce régime? Parce que le régime crétois, finalement, n'est jamais qu'une variante du régime méditerranéen dans son ensemble, hein. Ce n'est pas un régime spécifique, c'est un régime qu'on retrouve dans d'autres endroits et de la terre et également de la Méditerranée. Qu'est-ce que tu appelles un Alors, tout régime d'abord, méditerranéen? c'est un régime qui se caractérise par les choses suivantes. D'abord, il y a une grande consommation de légumes. Ça, c'est la première chose. Alors, des légumes qui sont soit des légumes, comment dirais-je, des légumes qui sont cultivés sur place, mais qui sont surtout aussi des légumes de saison. Hein, donc, on a tous les légumes, entre guillemets, de type méditerranéen. Ce sont les salades, hein, de toutes les sortes, variées, le maximum. Hein. Le mesclun n'est pas non plus, je dirais, étranger à la chose. Le mesclun qui est ce mélange de feuilles qu'on trouve, entre autres, dans le midi de la France. Donc, des salades sous toutes les formes. Et si possible, des salades sauvages ou des salades, disons, qui ont été récoltées dans son jardin d'une part, mais éventuellement dans les petits chemins, éventuellement dans la nature elle-même, hein, avec toute une série d'herbes. Hein, ça, c'est déjà une première chose. Donc, légumes et salades. Alors, des fruits. Bon, ben, des fruits, de nouveau, des fruits qui sont cultivés sur place. Des pêches, des abricots. Les Crétois, de manière traditionnelle, n'importaient pas des bananes, des ananas et des choses pareilles et des mangues du bout du monde. Hein. On mangeait ce qu'on avait au moment où on le produisait. Bien sûr, il y a de la pastèque, il y a du melon, il y a tous ces fruits-là. Hein. Alors, ensuite, vous avez, au niveau des protéines, des fromages. Alors, les fromages, essentiellement des fromages de type fromage de chèvre, fromage de brebis, un peu de fromage de vache, mais consommés avec modération. Hein. Pas des quantités, je dirais, énormes, hein, pas 250 grammes ou 300 grammes de fromage par repas. Alors, ensuite viennent les protéines. Alors, au niveau des protéines, on commence d'abord par des protéines de type poisson. Hein. N'oublions pas que la crête est une île, donc forcément, elle est entourée d'eau par nature. Donc, il y a les poissons de la pêche quand on pouvait s'en procurer. Et puis, il y avait également des protéines à base de, je dirais, d'animaux non mammifères, hein, essentiellement des produits de volaille. Ça, c'était l'autre aspect des protéines, mais également des protéines sous forme d'animaux de cueillette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un animal de cueillette? Ben, c'est l'escargot. Hein. Donc, les dames, les femmes allaient par les chemins, elles ramassaient des salades sauvages. Il y avait un escargot, si je peux dire, qui passait par là. On le ramassait, on le mettait dans son panier et il était consommé. Donc ça, c'était, je dirais, au niveau des protéines. Alors, au niveau des protéines, je dirais, d'autres animaux mammifères cette fois-là, ben, très peu de bœuf, hein, un petit peu quand même, mais également, il y avait du lapin et il y avait aussi de l'agneau, hein, puisque l'agneau et la chèvre sont quand même deux animaux de type méditerranéen. Et puis, le dernier point, je dirais, qui était consommé exceptionnellement, c'était des produits sucrés de type pâtisserie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pâtisserie sur place, parce que les pâtisseries très riches en sucre et en miel sont particulièrement connues dans la partie orientale de la Méditerranée, mais ça restait une exception. Alors, bien sûr, au niveau des boissons, beaucoup d'eau, énormément d'eau, et un peu de vin. Alors, des vins qui étaient produits localement, un peu de vin rouge, un peu de vin blanc, mais de manière extrêmement raisonnable, beaucoup d'eau et beaucoup d'infusions, de nouveau à base de ces plantes, je dirais méditerranéennes, qui étaient cueillies, qui étaient récoltées sur place et qui étaient séchées. Maintenant, je viens de vous donner les grands points Mais de ce régime crétois. il y a aussi l'huile d'olive, non? Alors oui, au niveau des matières grasses, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment, très très peu, quasiment extrêmement peu
de graisse d'origine animale de type beurre. Hein. Le beurre n'est pas une graisse, je dirais, utilisée massivement en Méditerranée. Mais par contre, l'huile d'olive est de nouveau de l'huile d'olive qui était produite localement à partir des arbres du village ou des arbres du hameau ou des arbres de sa propre culture. Et l'huile d'olive, il est quand même connu que c'est une très très bonne huile. Il y a mieux, hein. Il y a mieux que l'huile d'olive. Hein. Il y a l'huile de chanvre, mais bon, l'huile d'olive est une très très bonne matière grasse et pour la cuisson et aussi pour l'assaisonnement. Voilà. Et en matière de... Il n'y avait pas des fruits secs du style pois chiche? Alors, il y C'est a très aussi tout ce méditerranéen, qui ça, est, hein? Pois il y a chiche, aussi, il y a aussi confit. tout ce qui est fruits secs. Bon, bien sûr, ben, les pois chiches, c'est pas un fruit sec, c'est un légume sec. Hein. Pardon, Bon, oui. il y a les légumes secs de type pois chiche et compagnie, mais ce n'est pas ce qui est la majorité de la consommation. Au niveau des glucides, c'était plutôt des choses comme le blé concassé, les boulgours et compagnie, par exemple. Hein. Ok. Ça, c'est extrêmement. Alors, le boulgour par rapport à la farine, il a le gros avantage, c'est que ce n'est pas un boulgour, ce n'est pas comme du couscous. Le couscous, il est réalisé à partir de farine de blé dur, hein, donc et on fait artificiellement des petites billes. Le boulgour, par contre, c'est du blé qui est concassé. Donc, on prend le blé, le grain de blé, on l'égruge, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie extérieure de son enveloppe, mais parfois vous trouvez des boulgours qui soient des boulgours à peine égrugés, et puis ce blé est concassé, et puis ensuite il est pré-cuit, il est séché, hein, et le boulgour qu'on achète actuellement, c'est un boulgour qui généralement est pré-cuit, hein, on le trouve aussi de manière plus brute, mais souvent c'est un boulgour qui est pré-cuit, hein, et ce boulgour amène énormément de nutriments. Il amène quasiment toute la structure du blé, il y a encore le germe de blé qui est dedans, il y a tous les nutriments, les sels minéraux, les vitamines, les fibres surtout, et c'est bien plus intéressant évidemment de manger du boulgour que de manger des pâtes, par exemple, des pâtes raffinées. Hein. Donc ça, c'est au niveau donc des grandes caractéristiques de ce fameux régime crétois. Alors j'ai décidé pour tous nos auditeurs de faire une recette qui s'inspire de ce régime-là. Ah, la recette, on y arrive. On y est. Alors la recette, j'ai réalisé une photo que vous allez, parce qu'on me reproche souvent, Marc, Oui, tu de me ne pas promets des faire de photos photos, et je les vois pas arriver. Donc cette et tu fois-ci, les attends. Et ici, tu l'as reçue, donc tu ne pourras pas dire que tu ne peux pas la publier. Hein. oui. Donc c'est une recette qui Et peut j'ai être même pas dû utilisée. te torturer pour l'obtenir. Non, parce que je l'ai fait spontanément et c'est l'assiette que j'ai mangée ce midi. Alors, je vais vous donner toute une série de produits qui sont dans cette assiette. Alors, il y en a énormément. Ça ne veut pas dire que nos auditeurs doivent se torturer pour trouver tous ces produits-là, parce qu'ils peuvent éventuellement On n'est pas obligé de les tout mettre, quoi. remplacer par d'autres. Hein. On n'est pas obligé de Pardon? tout mettre. On n'est pas obligé de tout mettre. Alors, plus on va en mettre, mieux c'est parce que ce sera beaucoup plus joli, d'une part, et ce sera beaucoup plus intéressant au niveau, disons, gastronomique et gustatif. Parce que Mais là, t'as tout mangé d'un coup, hein. Tu pourrais faire euh, 3 salades avec ce que tu as mis sur la photo, là. on pourrait faire 3 salades si on voulait. Hein. Maintenant, je vais vous dire quels sont les produits qui sont incontournables et quels sont les produits qu'on peut remplacer. Alors, au niveau de la base, maintenant, je reviens à ce que je disais. Soit que vous consommez ce plat-là en plat principal. À ce moment-là, vous faites une grande salade comme celle que j'ai faite sur une toute grande assiette qui fait 32 centimètres de diamètre et vous mangez un petit morceau de pain avec. Ça, c'est si vous faites ça en plat, que ce soit à midi ou bien le soir. Ou bien alors, vous réduisez évidemment la taille des assiettes et vous faites cette salade en entrée. Hein. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai mis d'abord des salades qui ont formé le lit de base de l'assiette. Hein. Donc, il y a de la feuille de chêne rouge, il y a de la feuille de chêne verte, il y a de la roquette, qui est une herbe tout à fait méditerranéenne et qui est à la mode un peu partout maintenant, je dirais depuis une bonne quinzaine d'années. Vous avez de l'épinard. Alors, si vous avez la chance de trouver de l'épinard sauvage, bon, ben, vous prenez de l'épinard sauvage. Sinon, ben, évidemment, on achète de l'épinard du magasin. Vous avez du persil plat. Et alors, j'ai trouvé deux herbes que j'ai appréciées particulièrement. C'est d'une part le géranium citron. Alors, le géranium citron, ce sont des toutes petites feuilles qui sont comme des feuilles de géranium et qui ont un parfum citronné extrêmement agréable. C'est du géranium, je dirais, cultivé dans le but de servir dans l'alimentation. Même si vous n'en aviez que quelques feuilles, mettez-les. Alors, si vous ne trouvez pas ça, bien sûr, on ne trouve pas ça facilement dans sa grande surface. Vous allez chez un marchand de 4 saisons qui va donc dans un marché gros, dans un marché matinal, et vous lui en commandez un ravier. En principe, il doit vous le trouver. Évidemment, les chefs ont des magasins spécialisés. C'est dans ce genre de magasin que je me suis rendu pour m'en procurer, parce que je ne trouverais pas ça dans ma grande surface habituelle. Hein. Donc, du géranium citron. Et alors, une autre herbe, disons, que j'ai trouvée, c'est le pourpier. Alors, le pourpier, vous avez une variété qui est très cultivée. Ce n'est pas celle-là que j'ai pris. C'est plutôt le pourpier, genre pourpier porcelaine, qui est une variété un peu plus rustique. Alors, si vous avez la chance
d'avoir du pourpier ou de pouvoir en semer sur votre balconnière, n'hésitez pas, le pourpier est une herbe qui est pleine de vertus. Et le pourpier sauvage est une des herbes qui entre de manière tout à fait spécifique dans le régime crétois. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, quasiment une herbe incontournable si on veut faire le régime crétois, je dirais, le plus approprié possible. Alors, qu'est-ce que j'ai mis également? J'ai mis au niveau des petites herbes du basilic pistou. Alors, le basilic pistou, qu'est-ce que c'est? C'est le basilic à petites feuilles, hein, qui sert à faire soit le pistou, mais qui peut servir à décorer ou à, je dirais, parfumer n'importe quel plat. Et j'ai également mis du basilic pourpre, qui est une autre variété. C'est une feuille de basilic que vous verrez sur la photo, qui a une couleur comme ça, très chaude, très foncée, très très belle et qui décore parfaitement. Et alors, du shiso. Alors, le shiso, qu'est-ce que c'est? C'est toute une série de petites herbes que l'on connaît maintenant depuis une quinzaine d'années au moins, qui nous vient en principe d'Orient, du Japon, et il en existe toute une série de variétés. Ça ressemble un peu à de la creusonnette, mais avec, disons, des goûts et des couleurs tout à fait différentes que la creusonnette. Alors, au niveau des légumes, bien sûr, des légumes méditerranéens, hein. J'ai mis du poivron rouge, du poivron vert, du poivron jaune. J'ai mis un petit peu de fenouil sous forme d'une grosse julienne. J'ai mis des jeunes oignons, j'ai mis de l'ail. J'ai également mis de la tomate sous forme de tomate cerise, à la fois des rouges et des oranges. Et j'ai également L'ail, tu mis l'as mis comment? la tomate. L'ail, je l'ai mis simplement une petite gousse comme ça, une toute petite. Hein. Et tu Je l'as l'ai mis sous forme d'une petite gousse entière. tu Non, l'as haché ou je tu l'ai, l'as pressé? non, je l'ai mise entière. Maintenant, on peut très bien la hacher, la concasser finement et la mettre éventuellement dans sa vinaigrette. Ok. Hein. Moi, ici, je l'ai mise entière, mais on peut très bien la râper ou bien la concasser finement. Donc, j'ai mis des jeunes oignons, je n'en ai mis qu'un. Alors, ça, c'est au niveau des végétaux. Je n'ai pas cité, c'est une tomate, j'ai mis de la tomate ananas également. Donc, c'est une tomate jaune avec des petites rayures vertes qui est très, très sucrée, qui est très douce. Alors maintenant, au niveau des protéines, il y a un petit peu de feta sous forme de petits cubes. J'ai mis quelques filets d'anchois, j'ai mis ça sous forme d'anchois roulés avec des capres qui sont également des produits strictement méditerranéens. Hein. Il y a une île qui produit des véritables capres, c'est l'île de Pantelleria en Italie, donc on n'est pas très loin. Et puis alors des escargots. Alors je vous parlais des escargots tout à l'heure en disant que quand les dames allaient par les chemins récolter leurs herbes, elles rencontraient des escargots, qu'elles les ramassaient également. Ici, j'ai mis des escargots petits gris, pochés, bien entendu, hein, pas ni crus ni vivants, évidemment. Donc j'ai mis des escargots. Et puis alors, pour agrémenter tout ça, un petit peu d'olive verte, un petit peu d'olive noire. Il y a eu une grosse polémique il y a quelque temps sur les olives et la qualité des olives noires en disant attention, méfiez-vous, Il y a des il olives y a des olives colorées. qui sont décolorées et recolorées en noir avec du fer, etc. Bon, si vous voulez être sûr du coup, vous devez prendre des olives qui sont des petites olives grecques qui sont toutes petites et qui sont comme ça un petit peu fripées. Ça, ce sont de véritables olives noires, je dirais traditionnelles. Maintenant, vous avez les olives, disons, noires qui sont aussi grosses que les olives vertes. Et si vous voyez en principe profit sur la boîte, ça veut dire qu'elles ont été, je dirais, décolorées et recolorées en noir. Apparemment, il n'y aurait aucun danger au niveau de la santé. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais si on veut être puriste, évidemment, on choisit les autres. Ah, juste que ça doit faire un petit peu mal au derrière de s'être fait avoir comme Oui, ça. c'est fait avoir. Alors, au niveau de l'assaisonnement, bien entendu, du sel et du poivre du moulin, de l'huile d'olive, mais je n'avais pas de vinaigre grec sous la main, donc j'ai pris un bon vinaigre de Xérès 12 ans d'âge pour avoir quelque chose de costaud et qui marche bien. Et alors, vous pouvez également ajouter toutes les herbes que vous auriez à disposition, hein, donc de type herbes de Provence fraîches si c'est possible. Si vous n'en avez pas, avec ce que vous avez déjà mis, c'est pas mal. Alors, l'avantage de cette grosse salade, je dirais, c'est qu'elle est très très belle d'un point de vue esthétique. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, vous pouvez la modifier comme vous l'entendez. Si vous n'avez pas d'escargot, vous n'en mettez pas. Si vous n'avez pas de feta, vous n'en mettez pas. Vous pouvez également mettre un autre fromage. Si vous n'avez pas de feta, vous mettez un autre fromage de chèvre que vous concassez ou un autre fromage de brebis que vous concassez. Si par exemple vous n'aviez pas d'huile d'olive, ça pourrait arriver. Vous pouvez très bien utiliser l'huile qui a servi à la conservation des anchois ou bien une autre huile, disons végétale, un peu plus neutre si vous n'aimez pas trop le goût de l'huile d'olive. Au niveau des herbes, ici j'ai mis du basilic, vous n'en avez pas, vous mettez de l'estragon, c'est pas mal non plus. Donc cette salade permet toutes les variantes possibles. Une salade que je n'ai pas mise et qui est pourtant d'origine méditerranéenne, c'est la salade romaine, par exemple. Vous pouvez très bien mettre de la salade romaine pour remplacer de la feuille de chêne. Imaginons, vous n'avez pas de feuille de chêne. Hein, vous n'avez pas de persil plat, vous mettez un peu de persil frisé. Vous n'avez pas d'épinards, vous mettez éventuellement de l'oseille. Donc, vous voyez qu'il y a toujours toutes les possibilités, je dirais, d'accommoder votre salade
Vous n'avez pas de poivron rouge, ben, vous mettez que du vert et du jaune. Hein, vous n'avez pas telle variété de tomates, vous mettez telle autre. Donc, ce n'est vraiment pas un problème. Est-ce qu'il y a des questions à poser concernant cette fameuse salade crétoise que j'ai un petit peu retravaillée? Tu bois quoi avec ça? Ah, ça c'est la bonne question, ça. C'est la bonne question parce que généralement on dit que les salades qui sont donc forcément vinaigrées ne s'accommodent pas très très bien avec le vin. Alors effectivement, je vous dirais que l'idéal ce n'est pas de boire du vin, ce serait de boire de l'eau. Maintenant, quand on a vraiment envie d'accompagner ce plat, moi je dirais un vin blanc sec ou éventuellement un vin rosé puisque c'est l'été et qu'on a souvent la mode du vin rosé en Ou été un plutôt qu'en Retsina? hiver. Un vin rouge certainement. En Retsina non. Moi je dirais un vin sec ou un vin rosé grec à mon avis si on peut en trouver, mais le plus sec possible parce que les vins doux ne marchent pas avec les vinaigres, ça c'est connu. Et alors un vin rouge, certainement pas. Ok, et tu manges ça avec un bout de pain ou... Ah, j'ai mangé ça avec un bout de pain, effectivement, un morceau de baguette, si on a une baguette, ou alors un pain, éventuellement, pourquoi pas, un pain oriental, hein, Le de pain type plat comme ça, pain, rond? pain azim ou bien du baguette ou quelque chose comme ça, mais un pain très peu levé ou un pain, je dirais, des pains plats comme ça qu'on trouve dans les marchés orientaux, sur les étals des marchands orientaux, ça peut très bien le faire, comme on dit. Cool, et puis c'est plein de vitamines, c'est pas... Est-ce qu'il y a moyen de rajouter des fruits? Je pourrais dire qu'on pourrait éventuellement rajouter des fruits secs. Et celui auquel je pense ici le plus particulièrement, ce serait les pignons de pain légèrement torréfiés. Et ou de raisins secs? On pourrait éventuellement mettre des raisins secs. Maintenant, C'est une grande spécialité grecque, ça euh, aussi. oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, si on mettait par exemple des raisins secs, de l'abricot sec, des choses comme ça, je ne mettrais pas par exemple à ce moment-là des filets d'anchois. Ah Hein, oui, parce que oui. j'ai un petit peu de difficulté. Avec le fromage, avec les escargots, ok, peut aller. Maintenant, des abricots secs avec des anchois. Bon, on fait bien des canapés d'anchois à la banane, et c'est d'ailleurs très très bon. Mais je vais dire que dans le cas d'une salade ici, j'aurais un peu de mal à mettre de l'abricot, des raisins secs et d'avoir des filets d'anchois à côté. Par contre, abricots et autres fruits secs avec de la feta, voire avec les escargots, pourquoi pas. Mais bon, toi, tu aimes bien les anchois. Ben, moi, j'adore les anchois. Et puis, bon, l'anchois est un poisson méditerranéen. Je les ai mis dans ce cas-ci parce qu'il y avait des capres qui, en plus, rappelaient la Méditerranée. Mais moi, j'ai Maintenant, horreur de ça. on n'est pas obligé. Celui qui n'aime pas les anchois, il n'en met pas tout On simplement. peut Hein. mettre des sardines? Non, parce qu'à ce moment-là, je ferai un autre plat. Je ferai un plat différent. Évidemment, on peut mettre des sardines si on a envie. Hein. Mais à ce moment-là, je travaillerai différemment. Je ferai plutôt la salade en accompagnement. Je ferai ma préparation de sardines que je grillerai ou que je poêlerai. Donc, je mettrai plutôt mes sardines dans le bas de l'assiette et puis mettre la petite salade en accompagnement au-dessus de l'assiette de sardines. Ça, oui. Mais pas faire une salade avec les sardines comme garniture. Plutôt faire l'inverse. Faire les sardines et une salade comme garniture. Ok, super. Bon, ben, j'espère que vous allez apprécier votre salade. Mangez des légumes, qu'on nous dit. Et là, il n'y a rien de mieux que pour supporter la chaleur que nous avons cet été, parce que ça a bien commencé avec une canicule en France au mois de juin. On est au mois de juillet, on nous annonce une deuxième. Je vois qu'au Canada, ils sont aussi un été caniculaire. Euh, mais rien de mieux que la salade. Parce qu'il y avait dans un groupe que je suis sur Facebook, il y avait quelqu'un qui est un chef de cuisine qui posait la question parce qu'il devait faire dans une collectivité, je pense que c'était un EHPAD, enfin une maison de repos avec des vieux. Et il devait. Le problème, c'est que la canicule qui arrivait avec des températures de 40 degrés, ben, sympathie à tous les cuisiniers parce que quand il fait 40 degrés dehors, dans votre cuisine, il en fait peut-être 50, voire plus. Il y en a qui souffrent parce que dès que votre four est allumé, si par malheur c'est un four à pizza ou vous avez des réchauds allumés, ben Ben, four à pizza, c'est 300 degrés. Hein. voilà, donc ça devient très vite invivable. Et donc, s'ils avaient peur, c'est que justement, les climatiseurs peuvent plus vraiment bien tenir le coup et donc que ça lâche. Donc, il avait lancé comme défi de prendre, enfin de concevoir des menus qui nécessitent aucune cuisson. Et c'est assez intéressant parce que je dis ça, c'est le genre de défi que Guy aurait été très intéressé de suivre. Parce que, Oui, maintenant, je dis aucune cuisson. Il faut être sûr de la qualité des aliments mis en œuvre parce que justement, dans les EHPAD, on a affaire à des personnes qui ont souvent des déficiences au niveau du système immunitaire. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Hein, oui, commencer à dire, je vais faire un carpaccio de coquille Saint-Jacques
pour des personnes âgées, c'est un Oui, peu risqué. ça, J'ai effectivement. déjà expliqué qu'un jour, j'avais acheté des coquilles Saint-Jacques, non pas en coque, mais décortiquées ultra fraîches. Le jour même, le temps de rentrer avec le seau de coquilles Saint-Jacques chez moi, je me dis, bon, ben, c'est l'occasion de faire un carpaccio. Hein, je ne peux pas trouver plus frais que ça. Le lendemain, je me tapais quand même une gastro-entérite de première catégorie. Hein. Donc, pourtant, j'avais travaillé, je dirais que le produit frais immédiatement, le tailler, servir, hein, planche propre, couteau propre, assiette propre, hein, juste le jus de citron et un peu d'épices. C'est toujours délicat hein, quand on travaille des produits crus, d'autant plus avec des personnes âgées. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Hein. C'est comme les viandes hachées, hein, ce qu'on appelle le fil américain, donc le steak tartare au restaurant. S'il est fait à l'avance, c'est toujours moins bien quand on fait le steak haché au moment. Encore, si on le fait au moment, faut-il le couper, le hacher au couteau à la dernière minute et sur avec des ustensiles qui soient parfaitement propres, évidemment. Hein. En effet. Ok. Et ben voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dernier petit point, comme ça concerne encore la salade. Plus vous aurez d'herbes et de feuilles différentes et de goûts différents, mieux ce sera. Même si vous n'avez par assiette qu'une ou deux feuilles de la salade considérée. Je vais prendre le cas du géranium citron, qui est vraiment une feuille extraordinaire parce qu'elle a un goût tellement particulier. C'est ce qui va surprendre vos invités. Au moment où ils vont piquer dans cette feuille-là, ils vont la mettre en bouche, ils vont dire, ah, tiens, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Donc, n'ayez pas peur de multiplier les herbes, n'ayez pas peur de multiplier les variétés de salade, mais surtout ce qu'on appelle les herbes alimentaires, toutes ces petites feuilles un petit peu particulières qu'on trouve surtout l'été d'ailleurs, ou qu'on trouve dans les rayons, je dirais les rayons herbes des grandes surfaces quand elles sont bien achalandées. N'ayez pas peur de vous en servir, n'ayez pas peur de les mettre, n'ayez surtout pas peur d'essayer de les découvrir, n'ayez pas peur non plus d'interroger votre marchand en fruits et légumes et lui demander s'il peut vous procurer telle herbe ou telle herbe que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Vous allez voir sur Internet, il y a aussi une herbe dont je n'ai pas parlé parce que tout le monde ne l'aime pas, c'est la coriandre fraîche. Hein. Mais quand on met un brin de coriandre fraîche dans une salade et qu'on tombe par hasard sur ce brin-là quand on ne s'y attend pas, c'est de nouveau une sensation gastronomique dont il est intéressant de ne pas se passer. Ok, merci. Bon, mais comme d'habitude, faites-nous vos commentaires. Hein. Si vous avez un commentaire, il y a la page Facebook, il y a le compte Twitter sur lequel vous pouvez écouter même des petits clips. Je commence à m'amuser à faire des clips de nos épisodes. Il y a le compte Twitter et le site parlercuisine.com en un mot. Et puis la question, c'est question@parlercuisine.com. Et justement, avant de partir, si vous posez des questions, si vous avez une question, merci d'être précis parce que j'avais fait donc une publication au mois de juin pour annoncer nos 4 ans et que vous avez pu voir sur Facebook et sur Twitter, sur Instagram. 4 ans d'inspiration culinaire 2015-2019 par les cuisines podcast et avec une jolie photo d'une dame qui est dans sa cuisine en train d'écouter probablement notre podcast, on ne sait jamais. C'est une photo que j'ai été prendre sur un stock photo, pour être honnête. Et en dessous, il y a une personne qui a posé une question et j'ai posé à Guy et on est perplexe. Et malheureusement, je dois avouer qu'on ne pourra pas y répondre parce qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Alors, elle dit: comment tu peux savoir pour les œufs? Alors, si la question en elle-même est déjà une énigme, c'est pas clair pour nous, désolé, on ne peut pas vous répondre. Donc, soyez le plus précis possible, le plus explicite, le plus contextuel possible, et là, Guy pourra vous donner la meilleure réponse qui soit. Alors, certainement que cette question fait suite à une phrase dans un de nos podcasts, où j'ai peut-être abordé les œufs en disant, voilà... est-ce que les œufs sont cuits suffisamment, ou est-ce que les œufs doivent être coupés comme ceci, ou bien est-ce que les œufs, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que la question n'est pas suffisamment précise pour que je puisse apporter une réponse, parce qu'elle est certainement tirée d'un contexte, une phrase qui dure 15 secondes, et je ne saurais pas, disons, répondre, voilà, tout simplement. Voilà, donc on veut bien répondre à vos questions, soyez précis, et c'est avec grand plaisir qu'on continuera à le faire. Donc notre podcast reste accessible gratuitement, malgré le fait que oui, tu avais vu dans le monde du podcast, il y a une espèce de tourbillon parce que
l'ancien président de Radio France a lancé une app qui s'appelle Magellan et qui fait parler d'huile parce qu'il va siphonner tous les flux RSS de podcast. Donc je signale que le podcast est un média citoyen qui est entièrement gratuit. Pour notre part, on est financé par mes fonds propres et puis par la générosité des auditeurs. Et en fait, ce monsieur veut vendre des abonnements premium pour avoir accès à certains contenus qu'il aurait produits lui-même. Et ça émeut un peu tous les autres podcasteurs en disant ouais, vous utilisez nos podcasts pour après attirer du monde et après les faire payer. Et nous, on a quoi là-dedans? Il a dit vous avez rien parce que vous travaillez pour rien. Les podcasts c'est gratuit. Et ça a beaucoup énervé beaucoup de producteurs qui disent nous on veut pas. Et ça a surtout énervé Radio France qui a dit tu mets pas nos podcasts sur ta plateforme. Et donc ça commence à prendre un peu l'eau de partout parce que ce pauvre monsieur il avait quand même élevé un bon gros montant pour lancer cette histoire sous forme de start-up. Donc je vois que les podcasts commencent à attirer pas mal de gros billets et beaucoup de gens commencent à vouloir s'organiser comme des start-up. Donc nous on reste là. Moi on m'a demandé mon avis, je dis moi au contraire, au plus on a de gens qui nous écoutent, au plus on est content. On n'est pas là pour pinailler sur ce genre de choses, on est là quand même pour diffuser l'amour de la bonne cuisine et que tout le monde puisse cuisiner de manière simple, efficace et sans se prendre la tête. Et voilà. T'es d'accord Guy? Entièrement. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.